John Wayne Gacy est un tueur en série connu sous le pseudonyme de Pogo le Clown. C'est lui qui a notamment inspiré des personnages tels que le clown Sa ou encore Twisty dans la série American Horror Stories. Et si on peut croire que le clown tueur d'enfants n'est qu'une histoire d'horreur inventée pour faire peur, malheureusement la réalité est bien pire. Car si en journée John Wayne Gacy était monsieur tout le monde, âgé d'une quarantaine d'années et à la tête d'une entreprise locale, durant son temps libre, il se déguisait en clown pour faire rire et distraire les enfants. Un clown aux idées malsaines qui, une fois la nuit tombée, errait dans les rues à la recherche de jeunes victimes afin d'assouvir ses désirs morbides et perverses. Une histoire digne d'un véritable film d'horreur. Pourtant, ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est réellement passé. Le 17 mars 1942, alors que l'Europe est déchirée par la Seconde Guerre mondiale, du côté de Chicago, aux États-Unis, Marion Helen Robinson donne naissance à John Wayne Gacy Jr. Il est le deuxième enfant de cette famille ouvrière, qui compte déjà une fille, Joanne, et quelques années plus tard, un troisième enfant du nom de Karen. Loin du tumulte qui se déroule en Europe, on pourrait penser que cette famille ouvrière modeste a une vie plutôt calme. Mais c'est sans compter sur John Stanley Gacy, le patriarche, qui impose une autorité sévère sur la vie de famille. Le père du petit John avait une tolérance zéro pour ce qu'il considérait comme imparfait. Et malheureusement, à ses yeux, le petit John ne satisfaisait pas ses exigences. Alors que le père de famille était grand et athlétique, le petit John était de taille moyenne et rondouillard. Dès son enfance, son physique lui a valu les critiques de son père. Dès que le petit John peinait à accomplir quelque chose, son père le ridiculisait et l'insultait. Et si par mégarde sa mère essayait de s'interposer, son père le rabaissait encore plus. Et loin de se limiter à la violence psychologique, le patriarche maniait le ceinturon à la moindre occasion. Il suffisait qu'un mot soit prononcé plus haut qu'un autre pour qu'une pluie de coups s'abatte sur le petit John, sa mère ou ses sœurs. Et le fait que le père ait un penchant prononcé pour la bouteille n'aidait en rien. C'est donc un père alcoolique, violent et très autoritaire que le petit John va grandir. Mais en dehors de la maison, John était plutôt social et avait même du bagou. Dès son plus jeune âge, il montre un penchant pour les activités de groupe. Il était social et arrivait à se faire des amis rapidement. C'est ainsi qu'il rejoint les Boy Scouts et y obtient même plusieurs récompenses. À l'école, sans être populaire, il avait des amis et entretenait de bonnes relations avec ses enseignants. Et quand il grandit, il commença à effectuer des petits boulots comme par exemple livreur de journaux. En fait, il arrivait à avoir une vie somme toute normale. Et dans la sphère familiale, quoi qu'il fasse, alors qu'il se démenait pour briller aux yeux de son père, ce dernier s'attelait à le rabaisser. De plus, son père le trouvait efféminé et ça, il ne pouvait pas le supporter. Mais malgré qu'il le rabaissait continuellement, John aimait profondément son père. Il avait de l'affection pour lui et avait envie de lui montrer qu'il valait mieux que ce qu'il pensait. Quand son père était sobre, il était même plutôt affectueux. Mais malheureusement, il ne voyait pas en John le fils idéal. Et toute cette violence physique et verbale l'ont petit à petit affecté, au point où il a perdu toute confiance en lui. À tel point que bien plus tard, John confiera avoir été abusé dans son enfance par un ami de la famille. Et par crainte de représailles, il n'avait pas osé en parler. John a l'habitude des disputes, d'être rabaissé et insulté par son père. Mais une nuit, alors qu'il a 17 ans, une énième violente dispute éclate entre lui et son père. Le sujet, c'est la voiture de John. Le ton monte entre son père et lui, mais ce dernier ne se laissera pas faire. Les insultes fusent et ils en viennent même aux mains. Mais pour John, c'est la dispute de trop. Épuisé par presque 2 décennies à vivre avec un père qui passe son temps à le maltraiter et à le rabaisser, il fait ses valises et s'en va à Las Vegas sur un coup de tête. Et là-bas, il a enfin l'espoir de vivre sa vie comme bon lui semble. Seulement, très vite, la réalité le rattrape. Ses maigres économies fondent comme neige au soleil et pour ne pas faire marche arrière, il doit rapidement trouver un emploi. Mais sans diplôme, trouver un travail est difficile. Mais après de nombreuses tentatives infructueuses, il parvient à se faire engager comme concierge dans un salon funéraire. Et on pourrait penser que voir et être avec des cadavres l'effraie. Mais en réalité, pas du tout. Même bien le contraire.
Leur peau pâle, leur docilité, leur soumission, John commence à avoir une vraie fascination pour eux. De plus, dans le cadre de son travail, il passe de plus en plus de temps seul avec eux et des idées pour le moins très particulières vont germer dans sa tête. Et c'est probablement en cette année 1959 que John commence à changer de visage en se livrant à la nécrophilie. Quelques années plus tard, il apprend que sa mère, qu'il aime profondément, est tombée malade. Pour lui, c'est le déclic et il était temps de retourner à Chicago. Néanmoins, et malgré l'envie de revenir sur ses terres natales, en tant que concierge à temps partiel, il ne roule pas sur l'or. Il devra patienter afin d'économiser et avoir de quoi rentrer chez lui. Mais en parallèle, et depuis quelque temps déjà, le propriétaire du salon funéraire se doute de quelque chose sans en être complètement sûr. Alors un soir, il arrive à l'improviste et surprend John en train de profaner le corps d'un des résidents. Et pour son patron, la sanction est immédiate et il est renvoyé sur le champ. Mais heureusement pour John, à ce moment-là, il avait déjà de quoi payer son voyage de retour. Pour celui qui deviendra plus tard Pogo le clown tueur, il était temps de rentrer au pays. Pour John, ne pas avoir de diplôme lui a fermé beaucoup de portes du côté de Las Vegas. Alors quand il revient à Chicago, auprès de sa mère, il décide de s'inscrire à l'école de commerce de Northwestern et y obtient une licence durant l'été 1963. Muni de son diplôme et de son aisance relationnelle, John se fait embaucher comme stagiaire en gestion pour un magasin de chaussures. Et avec le temps, il se fait remarquer par ses managers, si bien qu'à seulement 22 ans, il est nommé à la tête du magasin. En septembre 1964, son travail acharné et son caractère enjoué tapent dans l'œil d'une de ses collègues, Marlene Myers. Et là, entre les deux, c'est le coup de foudre. Et au cours de l'année qui suit, les deux tourtereaux se mettent ensemble. De plus, les parents de Marlene ne sont pas n'importe qui, puisqu'ils possèdent 3 restaurants de la franchise KFC. Alors quand ils voient que John est manager dans une entreprise de chaussures, c'est tout naturellement qu'ils lui proposent de diriger l'un des 3 restaurants. La réponse de John ne se fait pas attendre, c'est un oui ferme et immédiat. Et c'est ainsi qu'en 1965, John Wayne Gacy s'installe à Waterloo dans l'Iowa avec son épouse. Sur le papier, tout semble être rentré dans l'ordre pour le jeune homme. Un bon travail, une belle vie de famille, tout semble lui sourire. Par ailleurs, il aura même des enfants avec Marlene. En 1965, dans l'Iowa, John est désormais le gérant d'un des restaurants de la franchise Kentucky Fried Chicken, appartenant à sa belle famille. Et travailleur acharné, il consacre 12 voire 14 heures par jour à l'entreprise familiale. Loin de son père et de sa toxicité négative, John peut enfin mener sa vie comme bon lui semble. De plus, son boulot lui permet de côtoyer et de voir beaucoup de monde. Si bien que de fil en aiguille, il s'engage dans de nombreuses organisations locales et religieuses, notamment avec les JC de Waterloo. Les JC de Waterloo est une association composée de jeunes hommes qui a pour vocation d'aider les personnes dans le besoin. Pour cela, il réalise plusieurs actions caritatives pour la ville et ses citoyens. À bien des égards, John collectionne les attributs de la réussite socio-professionnelle. Et attention, c'est loin d'être le fruit du hasard. Lui qui a tellement été rabaissé par son père est déterminé à devenir quelqu'un. Il était même dans l'excès, bien qu'il avait tendance à mentir et à se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Au sein des JC, John se fera de très nombreux amis, auprès desquels il aimera se vanter d'être un homme important. Certains membres le décriront comme sympathique, drôle et dévoué, quand d'autres diront qu'il était assoiffé de reconnaissance, quitte à déformer la vérité et être perçu comme quelqu'un d'arrogant. Et malgré tout, John a enfin la vie dont il a rêvé. Il a une situation stable et des revenus confortables. Tout semble bien se profiler à l'horizon. Sauf que sous l'apparence de ce gentilhomme, se cache en réalité quelque chose d'épouvantable. Comme dans beaucoup de fast-food, l'établissement de John engageait de jeunes adolescents pour acquérir une première expérience en restauration. Et John commença à avoir l'habitude de prendre des jeunes un peu perdus dans la vie et qui ne savaient pas trop quoi faire de leur avenir. Pour lui, c'était une manière de les aider et cela renvoyait une image de quelqu'un d'aidant envers ces jeunes défavorisés. Mais en réalité, avec ces derniers, il était d'un tempérament irascible. Autoritaire, toujours prêt à les punir, il les faisait trembler uniquement par sa présence. Peut-être reproduisait-il à ce moment-là l'éducation similaire que son père lui infligeait. Parallèlement, il savait aussi user de ses belles paroles.
pour les plier à ses volontés, ou plus précisément pour les inciter à le suivre dans ce qu'il appelait le club privé. Dans la cave de la demeure familiale, John Wayne Gacy s'était aménagé un petit paradis. Alcool, films pour adultes ou encore billard, tous les adolescents travaillant pour lui pouvaient y accéder. Mais si dans un premier temps cela avait l'air d'être un lieu sûr où il pouvait accéder à des choses qui leur étaient interdites, une fois seul avec Gacy, c'était loin d'être le paradis. Par exemple, s'il perdait au billard, John les obligeait à se soumettre à ses idées perverses. Quand ces derniers refusaient, il les intimidait et les menaçait, et que s'ils disaient quoi que ce soit de ce qu'il se passait à l'intérieur de la cave, c'est eux qui auraient de gros problèmes et seraient licenciés. De toute façon, la plupart des jeunes qu'il avait embauchés, souvent en conflit avec leurs parents, n'avaient personne d'autre à qui se confier. Et John n'a jamais été inquiété pour ses agissements jusqu'en 1967. En août 1967, justement, alors qu'il est en voiture, il aperçoit Donald Edwin Voorhees Jr., alors âgé de 15 ans, faire du stop. Et il connaît bien le jeune homme puisque son père est un politicien qui fait partie des Jaycees de Waterloo. Après l'avoir invité à monter dans sa voiture, John lui explique qu'il a des films pour adultes chez lui. Et piquant la curiosité du jeune adolescent, il l'invite chez lui dans sa cave. Alors qu'ils sont seuls et après quelques bouteilles de bière, et après avoir visionné un film grivois, John essaie de le convaincre d'avoir un rapport avec lui. Mais tout ne se passera pas aussi facilement, bien au contraire. Le jeune homme réclamera de l'argent en contrepartie, sinon il dira tout à son père. Pour John, la situation s'inverse. John accepte et même plus tard, et à plusieurs reprises, John profitera du jeune homme contre de nouvelles sommes d'argent. John Gacy et Donald Voorhees Jr. vont se fréquenter pendant plusieurs mois, si bien que par moments, le jeune homme arrivera chez Gacy juste pour réclamer de l'argent sans qu'il se passe rien. À cette période-là, le piège de Gacy s'était refermé sur lui-même, si bien qu'il se sentait être la victime de chantage. Mais malgré cette situation délicate, cela ne l'arrêtait pas. Bien au contraire, il continua poussant le vice et ses perversions de plus en plus loin. Il s'en prit à un de ses employés de 16 ans, Edward Lynch, qui l'attira dans son sous-sol, le ligota et abusera de lui avant de le licencier. Quand l'adolescent portera plainte, John affirmera que c'était une vengeance de sa part parce qu'il l'avait licencié. Et pour la police, il n'en fallut pas beaucoup plus pour abandonner l'affaire. Dire que les paroles d'un jeune homme n'avaient pas beaucoup de poids devant John Wayne Gacy, qui avait une bonne réputation dans la ville. De plus, en décembre 1967, John use de sa notoriété pour devenir vice-président des Jaycees. Alors qu'il est très impliqué dans l'association et très apprécié, il est nommé homme de l'année. Et l'année suivante, en 1968, Donald Voorhees Jr. craque. Cela fait presque un an qu'il est victime de John Gacy. Et finalement, il avoue la situation à ses parents. Ces derniers alertent alors immédiatement la police qui interpelle John Gacy. Au début, il a tout nié. Pour lui, c'était un complot de certains membres des Jaycees pour nuire à sa réputation. Et face au détecteur de mensonges, il avoua et affirma que Donald Voorhees Jr. et lui avaient des relations tarifées et consenties. Dans une situation compliquée et où il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir facilement, il engagea Russell Schroeder, un jeune garçon de 18 ans, pour intimider Donald Voorhees afin qu'il retire sa plainte. Et le 30 août 1968, Schroeder réussit à convaincre Donald de monter dans sa voiture. Il l'emmène dans un bois et commence à le tabasser et à lui mettre du gaz lacrymogène dans ses yeux. Mais Donald ne se laissera pas faire et réussira à lui échapper. Il porte plainte pour agression et la police réussit à identifier Russell Schroeder. Il ne faudra pas très longtemps pour que le jeune homme dénonce John Gacy comme commanditaire. Malgré toutes ces tentatives, le coup près de la justice s'abat sur lui. Le 7 novembre 1968, John Wayne Gacy est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Dans la foulée, sa femme demande le divorce et part avec ses enfants. En prison, John Gacy ne cherche pas les ennuis. Très serviable et toujours à l'écoute des gardiens ainsi que du personnel, il est considéré comme un prisonnier modèle. De plus, il est très respecté et pour une bonne raison puisqu'il travaille à la cuisine.
Et si les autres détenus ne veulent pas manger autre chose que ce qui doit être normalement servi, ils ont tout intérêt à respecter Gacy. Après 18 mois de prison et après avoir passé 2 évaluations psychiatriques, dont l'un décrit John comme une personnalité antisociale dont la probabilité qu'il soit de nouveau accusé et reconnu coupable soit mince, il est libéré pour bonne conduite en juillet 1970. Désormais en liberté conditionnelle, il retourne auprès de sa mère du côté de Chicago. Et une semaine avant sa sortie de prison, il apprend que son père est mort, ce qui va plonger John dans une profonde dépression. Or même que cet homme l'avait rabaissé toute sa vie, John n'avait jamais cessé de l'aimer et de vouloir le rendre fier. Et ce décès le prive définitivement de cet accomplissement. À Chicago, un ami de sa mère l'aide à décrocher un poste de cuisinier dans un restaurant. Et après quelques mois, Gacy parvient à s'acheter une maison avec sa mère. Cette dernière occupe une moitié et John réside dans l'autre. Et très rapidement, il se lie d'amitié avec ses voisins et passe beaucoup de temps en leur compagnie. À Chicago, John peut réellement être lui-même. La ville regorge de bars et il peut fréquenter le milieu gay. Mais comme dit le vieil adage, chasser le naturel, il revient au galop. Et en novembre 1970, Michael Reed, un jeune homme de 20 ans, porte plainte contre John pour agression sexuelle. Et en février 1971, Alan Limack, 19 ans, porte également plainte pour la même raison. De ce fait, le 12 février 1971, John est de nouveau écroué. Et contrairement à la première fois, les 2 affaires n'iront pas plus loin. Le premier retirera sa plainte, quant à l'autre, il ne viendra tout simplement pas au procès, ce qui conduira à un non-lieu. Et après pratiquement 8 mois derrière les barreaux, John Wayne Gacy est de nouveau libre. Mais le plus surprenant, c'est qu'aucun officier de police ne pensera à vérifier le casier judiciaire de John. Et il faut comprendre qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Il ne suffit pas d'entrer un nom et un prénom sur un ordinateur pour que les antécédents judiciaires apparaissent. À l'époque, il fallait se donner la peine de chercher et de téléphoner pour connaître le casier judiciaire. Et disons que certains policiers de l'époque n'avaient pas vraiment envie de se donner cette peine. Ce qui est une bonne chose pour John, puisqu'à ce moment-là, il était encore en liberté conditionnelle et ces 2 crimes auraient donc pu le renvoyer directement en prison pendant des années. Mais la toute première fois que John Wayne Gacy basculera dans l'horreur absolue et qu'il ôta la vie à quelqu'un, ce fut durant la nuit du 2 au 3 janvier 1972, quelques mois après la fin de sa liberté conditionnelle. Cette nuit-là, du côté de la gare routière de Chicago, il fait la rencontre d'un adolescent de 16 ans, Timothy McCoy. Lors de leur rencontre, il venait tout juste de passer d'excellentes vacances de Noël du côté du Michigan et se rendait chez son père au Nebraska. Et maniant les mots comme personne, Gacy arrive à convaincre le jeune homme de monter à bord de son véhicule pour lui faire un tour de la ville. Finalement, il le conduira chez lui disant qu'il pourrait y dormir et que le lendemain, il le raccompagnerait à la gare routière. Sauf qu'en réalité, il ne le conduira jamais à la gare routière, car une fois chez lui, dans la nuit, il abusera et le poignardera à mort. Il planquera ensuite son corps dans le vide sanitaire et le recouvrira de béton. John Gacy dira à propos de ce meurtre qu'il s'est senti vidé, mais aussi très excité et que donner la mort était le frisson ultime. Timothy McCoy fut le premier meurtre de John Gacy, mais fut aussi un déclic. Car pour lui, c'était facile. Il pensait qu'il aurait eu des problèmes et que la police arriverait à remonter jusqu'à lui. Mais non, rien. Pour lui, il avait réalisé le meurtre parfait et absolument rien ne le reliait avec sa victime. Et la vie pouvait continuer. John avait croisé la route de Carol Hoff, une divorcée, mère de 2 enfants qu'il avait connue au lycée. Il se mariera avec elle le 1er juin 1972 sans lui dévoiler son passé judiciaire. Quant à sa mère, elle déménage dans une autre maison. Bien évidemment, John continuera d'attirer de jeunes adolescents chez lui, dans son garage qu'il avait aménagé et à l'abri des regards indiscrets. Sa compagne était au courant de ce qu'il faisait, mais sans réellement savoir ce qu'il se passait à l'intérieur, même si elle avait des doutes. À plusieurs reprises, ils se sont disputés sur le sujet, mais John arrivait toujours à avoir une bonne excuse. En 1973, il lance sa propre activité, PDM, pour peinture, décoration et maintenance. L'un de ses premiers employés ne sera ni autre que Michael Reed, qui avait porté plainte contre lui quelque temps auparavant. En fait, les 2 continuaient à se fréquenter, mais la relation était toujours très conflictuelle. Pour vous décrire les choses, Michael Reed dira à propos de Gacy « Il était fou ce type.
Un jour, il a essayé de me tuer en me filant un coup de marteau derrière la tête. Comme ça, sans raison. Il a juste dit qu'il avait ressenti le besoin urgent de tuer quelqu'un. Un moment plus tard, il était en train de panser ma blessure tout en s'excusant de son geste. À cet instant, il semblait véritablement désolé. Je me suis barré le jour même. En janvier 1974, endurci par l'expérience vécue avec sa première victime, il tua de la même manière une seconde personne qui planqua sous son vide sanitaire. En fait, il creusa un trou puis plaçait de la chaux vive pour dissoudre le cadavre. Sauf que c'est un processus qui n'est pas très efficace, qui prend beaucoup de temps et qui dégage une forte odeur, ce qui lui vaudra les remarques de ses voisins ainsi que ses invités. Pour se justifier, il dira qu'il a des problèmes de moisissure sous le plancher. Toujours en 1974, John décide d'entrer en politique et d'attirer les faveurs des élus, notamment Robert Matwick, dirigeant du comité démocrate de la ville. Pour ce dernier, il commença à réaliser des activités communautaires et à faire du bénévolat. Et c'est à cette période-là que son double apparaîtra. Il crée Pogo le clown, un clown joueur, taquin, qui aime amuser et divertir les petits comme les plus grands. Et déguisé en clown, il se rendait dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants malades. Mais c'est un personnage qu'il ne quittait pas vraiment. John Gacy avait même acquis une grande réputation avec son personnage de Pogo le clown, si bien qu'il était souvent déguisé en Pogo lors de fêtes qu'il organisait chez lui, et même ailleurs. En fait, comme il le dira plus tard, c'était aussi un prétexte pour avoir les mains baladeuses et toucher les plus jeunes. Car après tout, avoir les mains baladeuses est perçu comme normal pour un clown. Et dans son parcours politique, sa stratégie porta ses fruits. Absolument ignare du casier judiciaire de Gacy, Robert Matwick, le dirigeant du comité démocrate, le nomme à la commission de l'éclairage public. En 1975, John gravit encore les échelons et devient trésorier du secrétaire du comité. Toujours très actif, il n'avait pas une journée où il ne faisait rien. Il s'investissait beaucoup pour la ville de Chicago ainsi que différentes organisations. Il avait même fait la rencontre de Rosalind Carter, la femme du président américain Jimmy Carter. Mais autre que de lui offrir une respectabilité sociale, Pogo le clown lui donna aussi un prétexte pour emmener des adolescents chez lui. Avec sa nouvelle couverture, John Wayne Gacy se lança dans une frénésie de meurtre. 4 ans après avoir tué Timothy McCoy, il s'en prit à l'un de ses employés appelé Johnny Butkovich et alors âgé de 16 ans. L'adolescent possédait une Dodge 1968 dont il était particulièrement fier. Seulement, l'entretenir et la customiser exigeait un certain budget. C'est ainsi qu'il accepta de repeindre 2 maisons pour John en échange de $300. Et extrêmement avare, John refuse de le payer une fois le travail accompli. Seulement, quelques temps après, il revient vers l'adolescent et s'excuse. Et de fil en aiguille, il lui propose de venir chez lui prendre une bière, de discuter afin de régler ce différend. John expliquera qu'à ce moment-là, le jeune homme s'était énervé et avait commencé à devenir agressif. Il dira ensuite qu'il s'était réveillé à côté de lui le lendemain matin et avait trouvé Johnny mort avec une cordelette autour du cou. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'a fait John avec lui cette nuit-là. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il cachera son corps avec les autres dans le vide sanitaire. En parallèle, sa relation avec sa femme se détériore avec le temps. Et petit à petit, ils se parlent de moins en moins. Carol suspecte même John de le tromper avec ses jeunes employés. En fait, John se débrouillait pour réaliser ses crimes quand sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Mais malgré tout, elle demande le divorce et en février 1976, elle part avec ses enfants. John est dorénavant seul chez lui et libre de faire ce qu'il veut, comme il le veut. Il avait plusieurs modes opératoires. Par moments, il se faisait passer pour un officier de police pour intimider ses futures victimes. Il leur disait qu'il leur arriverait rien s'ils acceptaient ses avances. Dans d'autres situations, il écumait simplement les quartiers et bars de Chicago à la recherche de proies innocentes et facilement manipulables. Il leur proposait de l'argent ou de la drogue, il les faisait venir chez lui. Après quelques verres, il leur expliquait comment Pogo le clown faisait pour toujours se libérer de ses menottes. Il leur montrait le tour et se libérait. Et une fois en confiance, ses victimes faisaient de même, pensant que John leur expliquerait comment s'en débarrasser. Sauf que la seule réponse qu'ils ont de John, c'est qu'il faut une clé pour se détacher. Et là, il est déjà trop tard. Ce qu'il aimait faire aussi,
c'est de créer la peur, l'angoisse chez ses victimes. Il prenait le temps de leur expliquer les atrocités qu'ils subiront durant les heures qui suivront. Une nuit atroce dans laquelle John abuse d'eux de toutes les façons inimaginables et les plus épouvantables. De plus, il leur mettait une cordelette autour de leur cou en réalisant un nœud bien spécifique dans lequel il glissait un petit bâton. Là, à chaque fois qu'il tournait le bâton, la corde se resserrait et les étranglait jusqu'à l'asphyxie. Dans ces moments-là, John Gacy n'avait plus aucune considération pour ses victimes. Il disait qu'écumer les trottoirs, c'était comme faire les magasins à la recherche d'un nouveau jouet. Une fois que tu les payes, tu en fais ce que tu veux. Tu es libre et ils t'appartiennent. Et une fois les avoir utilisés, tu peux les casser et les jeter comme s'ils étaient usés. En décembre 1978, la police enquête sur la disparition de Robert Pist, âgé de 15 ans. La dernière apparition de ce dernier est sur les caméras de surveillance d'une pharmacie. Sur les images, on le voit sortir du magasin avec un homme qui se révélera être John Gacy. Et en enquêtant sur Gacy, les policiers découvriront son passé criminel. Surtout qu'une fois interrogé par les enquêteurs, il nie l'avoir rencontré alors qu'il est clairement avec lui sur les caméras de surveillance. De fil en aiguille, les enquêteurs découvriront également que de nombreux jeunes adolescents ont disparu et que leur point commun était qu'ils ont tous travaillé ou fréquenté John Wayne Gacy, ce qui fait de lui le suspect numéro 1 sur la disparition de Robert Pist. Après avoir eu un mandat, ils perquisitionnent et fouillent la maison de John Gacy. Ils découvriront alors une maison particulière avec des portraits de clowns et une tapisserie très bizarre, mais aussi des chaînes, des menottes et d'autres objets qui laissent clairement penser que John Gacy a des penchants très particuliers. En rien, cela ne justifie une quelconque arrestation. Pourtant, malgré que la police ne trouve rien chez lui, ils vont continuer à le surveiller. Le surveiller de très près au point où John Gacy et eux vont se parler très fréquemment, très franchement, jusqu'au moment où John commettra une erreur. Sûr de lui, un jour, il invite les deux policiers qu'il surveillait à rentrer chez lui pour discuter et boire le café. Et l'un des deux alla aux toilettes pour se soulager. Après avoir tiré la chasse, le chauffage se déclencha. Passant par une grille d'aération et le vide sanitaire, une odeur de cadavre en décomposition remonta aux narines du policier. Mais malgré la certitude du policier, cette simple supposition n'était pas suffisante pour avoir un deuxième mandat et réaliser une perquisition. Et quelques jours plus tard, Gacy se fera arrêter pour détention de drogue. Après avoir enfin obtenu un deuxième mandat, le 21 décembre 1978, les fouilles de la maison commencent. Le plancher est démonté et un véritable travail de fourmi va débuter. Et ce qui devait arriver, arriva. La police commence par trouver des ossements, puis ensuite des corps dans un état de décomposition avancé. 3, 4, puis 5, puis 6, chaque jour son lot d'horreur sans jamais donner l'impression que cela se termine. En parallèle et face à l'évidence, John Gacy avoue et raconte absolument tout dans les moindres détails. Il dira même qu'en cherchant bien, ils pourront trouver 4 autres corps dans la rivière de Des Plaines, notamment celui de Robert Pist. Après plusieurs jours de fouilles, la police trouvera 29 cadavres enterrés dans sa propriété et dans un état de décomposition si avancé que certains sont impossibles à identifier, même encore de nos jours. En tout, John Gacy a assassiné 33 personnes. Le 13 mars 1980, John Wayne Gacy écope de 21 condamnations à perpétuité et de 12 peines de mort, devenant le tueur en série ayant la sentence la plus lourde. En prison, John Gacy consacre son temps libre à la peinture. Il peint des portraits de clowns, de Bambi, de Blanche-Neige et des 7 nains, et il était même possible d'envoyer sa photo pour qu'il réalise un portrait personnalisé. Sa maison sera entièrement détruite pour pas qu'elle devienne un culte pour ses admirateurs, et le 10 mai 1994, après 14 ans dans le couloir de la mort, John Wayne Gacy meurt par injection létale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.